Bonjour à tous, merci d'être venus. Je lance mon petit chrono et on est parti. Je suis là pour vous parler de S6, mais je vais vous voler une minute de votre vie pour parler de moi. Donc je travaille chez Zenica, donc je suis Lyon par contre. Je travaille chez Zenica, c'est une boîte qui est cool. Je m'étale pas, venez nous voir sur le stand. La vie est belle, tout ça. J'organise aussi le Lyon JS, donc le meet-up JavaScript à Lyon. Donc si vous êtes de passage, venez nous voir, ça nous fait plaisir. J'ai oublié de dire que c'est Sweep sur les réseaux sociaux, il faut le savoir, parce qu'on ne voit pas trop bien ma tête, quoi. Et puis depuis un an à peu près aussi, je travaille sur un projet open source que j'ai enfin publié en 1.0. Donc je profite de la scène pour me le vanter un petit peu. C'est beaucoup de travail et ça me fait assez plaisir d'avoir sorti la 1.0. C'est un générateur Yeoman, donc un starter de projet pour faire du Angular. Ça marche plutôt bien, on a quand même pas mal d'utilisateurs. Ça permet d'intégrer toutes les technos que vous voyez à l'écran. Pas forcément en même temps, sinon ça poserait problème, mais quand même. Donc mangez-en si vous voulez. C'est parti, on va essayer de parler d'ECMAScript 6. Alors, la meilleure entrée pour ECMAScript 6, c'est le document de spec qui fait 550 pages, ou pas. C'est pas très sexy. Donc, vraiment, pour ceux qui s'y connaissent pas trop, je ne vais pas rentrer dans les détails des organismes, des normes, de l'historique du JavaScript, mais on parle bien de JavaScript. Le JavaScript, aujourd'hui, c'est une marque. La norme, c'est l'ECMAScript. Cet été, en juin exactement, 2015, on a eu la nouvelle norme, la version 6, la première depuis longtemps qui change vraiment la donne. Et il y a énormément de choses à découvrir et à savoir, et ça fait vraiment plaisir. Donc l'idée, c'est grosso modo de se palucher un petit peu ce document de spécification de façon un peu plus intéressante. Comme on est dans un monde merveilleux des navigateurs qui ne font pas tous la même chose, aujourd'hui, pour faire l'ECMAScript 6, on a besoin d'un outil. Il y en a plusieurs, mais la vérité, c'est que tout le monde utilise celui-là, donc je ne parlerai que de celui-là. Donc ça s'appelle Babel. L'idée, c'est que vous codez ce que vous voulez en ECMAScript 6 proprement, et il va recompiler votre code et le réécrire en ES5 pour que ça tourne dans tous les navigateurs digne de ce nom, on va dire. Non, mais même Babel, ça marche jusqu'à IE8 et encore peut-être moins, donc quand même. Donc c'est un projet qui est très bien, qui a eu une explosion en un an et est passé de rien à un standard. Donc c'est vraiment un projet super qui marche bien et qui a aussi un gros avantage, c'est qu'il est hyper bien intégré avec tout l'outillage web du moment. Quel que soit votre outil pour faire votre site web, il y aura un plugin Babel pour le brancher dedans. Donc en d'autres termes, vous n'avez aussi aucune excuse pour ne pas vous en servir, à moins que vous soyez toujours à l'époque du « je code dans un fichier et je le mets en FTP en prod », mais là, je ne peux plus rien pour vous. Pour rendre les choses un petit peu sympathiques, j'ai mis des bières. Donc l'idée du talk, c'était de faire un petit peu de live coding, pas simplement voir une liste d'évolutions dont on a un peu de mal à se rendre compte. Donc j'ai créé une petite appli, j'avais besoin d'un prétexte, donc j'ai affiché des bières. Voilà. J'avais besoin encore d'un prétexte, donc j'ai utilisé mon générateur parce qu'il est bien. J'avais besoin d'un framework, donc j'ai pris Angular, parce que c'est bien aussi. Et puis comme j'avais besoin d'un petit peu de défi, j'ai mis Angular Material et le nouveau routeur d'Angular 2 parce qu'il fallait quand même s'amuser un petit peu. Et donc le principe, c'était donc que cette application est codée en ES5, l'objectif étant de la transformer en ES6 devant vous. Je vous la montre, cette application. Donc comme je suis super à la mode, j'ai fait du mobile first, et aussi parce que comme ça, j'ai moins de choses à mettre à l'écran. Donc voilà, il y a des brasseries, et quand on clique sur une brasserie, j'ai sorti toutes mes capacités de CSS pour faire une transition et déplacer le logo. Évidemment, la transition CSS n'a rien à voir avec ce talk, mais j'en suis très fier. Voilà, il y a deux vues, une vue liste, une vue détail. J'ai même fait une transition sur le filtre, parce qu'on s'amuse. Mais on va arrêter avec... on va parler un peu de code. Donc je vous montre le code, pas plus tard que tout de suite.
Je le schématise en 4 fichiers, même s'il y en a un cinquième de choses que j'ai mis sous le tapis comme configuration du framework. Donc un fichier où j'initialise Angular, pour faire simple. Il va un peu grossir après, mais pour le moment, il est vraiment pas très intéressant. J'ai 2 contrôleurs. Un contrôleur pour la vue liste, dont le boulot principal est de récupérer la liste des bières sur un web service. La vue détail qui fait la même chose, à peu de choses près, sauf qu'il récupère les données d'une seule bière. Et un service Angular qui s'occupe de faire la couche HTTP avec un $http.get. Voilà, j'ai essayé de suivre un petit peu les bonnes pratiques du développement Angular moderne avec des fonctions anonymes auto-appelantes pour isoler le code, etc., histoire de quand même partir sur une base saine, parce que transformer un code en ES6 sur une base pas saine, je vous souhaite bien du courage quand même, il faut bien avouer. Donc voilà pour l'appli. Et pour la suite, l'objectif, ça va être de simplement, je vous présente quelques nouveaux concepts de ES6 et j'essaye de les mettre directement dans l'application. Et puis comme ça, on aura l'occasion de voir ce que ça implique un petit peu dans le vrai monde. Je les ai regroupés, pas forcément en fonctionnalités qui sont directement liées techniquement, mais en fonctionnalités que je regroupe parce que ça m'arrange dans mes codes, mais aussi parce que je trouve qu'elles ont eu un sens de les voir l'une avec les autres. Donc le premier groupe, c'est les incontournables, les petits quick wins qu'on aime bien et pour commencer et pour faire genre, on fait de l'ES6 quand on commence, mais on n'en fait pas. C'est l'apparition de nouveaux mots-clés à la place de var. Le premier étant let. Donc je ne sais pas si tout le monde le sait, mais en JavaScript, il y avait un truc très bien, c'était que la portée d'une variable avec var a juste pas le même comportement que dans n'importe quel autre langage du monde, et ça créait un petit peu des problèmes. Donc c'était fiable pour ceux qui connaissaient les specs, sauf que comme personne ne connaissait les specs, ça posait des problèmes. Le principe était que le seul scope qui existe en JavaScript, c'est la fonction. Donc tout ce qui est if, tout ce qui est for, c'est pas une fonction, donc c'est pas un scope. Donc une variable déclarée à l'intérieur d'un if, ça marchait très bien, à l'extérieur du if. Ça torture un petit peu les gens. Donc en ES6, ils sont sympas. Ils ont fait une nouvelle déclaration de variable qui ne torture pas les gens. Un let à l'intérieur d'un if est bien indéfini à l'extérieur. Conclusion, le let c'est sympa et vous pouvez l'utiliser dès aujourd'hui. C'est la seule modification que ça fait. Si vous commencez par transformer votre appli en passant sur tous les var et en mettant des let, ça marche très bien. Vous pouvez même configurer vos linters pour refuser le var parce que ça devient mauvaise pratique. C'est quelque chose qui se fait. Mais il n'y a pas que le let dans la vie, il y a le const aussi. Donc c'est une nouvelle déclaration de variable. Sa particularité, c'est une variable dont la référence ne changera pas. Alors attention, petite particularité qu'il ne faut quand même pas rater, c'est la référence de la variable qui ne changera pas. Si vous mettez const un objet et que vous changez les propriétés de l'objet, ça marchera très bien. Ce n'est pas l'intégralité de votre donnée qui sera immutable, c'est juste la référence d'origine du const. Moi, je trouve ça vraiment très bien, et à vrai dire, moi, la vraie transformation qui m'est arrivée quand je suis passé à ES6, c'est de passer plutôt de var à const que de var à let. Parce qu'on se rend compte que si à chaque fois qu'on définit une variable, on regarde est-ce que je me la redéfinirais au cours de l'exécution du programme, en fait, il y en a très peu qu'on redéfinit. Et je trouve que c'est une très très bonne indication pour les futurs relecteurs de votre code de prévenir tout de suite au relecteur cette variable, elle est affectée ici, elle ne rechangera plus, c'est pas la peine de t'inquiéter, et c'est vraiment assez intéressant. Bien sûr, si vous essayez de réaffecter la variable const, ça va vous faire une jolie petite erreur, c'est toute la finalité. Un autre truc que j'ai mis à côté des quick wins, qui n'a rien à voir avec la définition de variable, c'est les strings. En JavaScript, on avait 2 façons de faire des strings, avec les doubles quotes et les simples quotes. Si quelqu'un avait encore un doute, ça ne change rien, les doubles et les simples. C'est juste peut-être, on met des simples en JavaScript juste pour emmerder les gens qui font du Java. Il y a peut-être un peu de ça. Maintenant, on en a une troisième, et donc c'est le backtick, que je vous invite à trouver sur votre clavier. C'est cool parce que d'une pierre deux coups, vous pouvez faire des strings sur plusieurs lignes. Il n'y a pas besoin de anti-slash ce que vous voulez pour faire des retours chariots.
Et en plus, vous avez même une deuxième fonctionnalité qui sont l'interpolation. Vous l'avez en bas, le $ accolade foo. Ça va immédiatement insérer la valeur de la variable foo dans la string, et vous pouvez faire ça directement en une ligne. C'est très pratique pour tous les frameworks qui ont besoin d'un code HTML à l'intérieur d'un code JS, genre Angular 2. Comme ça, voilà, on n'a plus besoin de s'amuser à fermer la string, mettre un plus, etc. Ça a l'air de rien, mais ça propose vraiment déjà pas mal de choses. Je m'applique, je fais ce que j'ai promis, à savoir je le mets en application tout de suite dans mon application. La première passe que je fais d'habitude, c'est je passe sur mes déclarations de variables et je regarde si, à la place de var, qu'est-ce que je vais mettre. La question à se poser étant, est-ce que je vais redéfinir cette variable à un moment ou à un autre, ou est-ce qu'elle sera stable? Et là, par exemple, elle est stable. Jamais je vais la redéfinir, et c'est à peu près tout. Bon, de toute façon, je vais la virer après, celle-ci, mais bon, ça c'est... Le var VM égale 10, c'est une vraie bonne pratique de guidelines Angular, que j'aime pas forcément, mais je ne l'ai pas inventé. Je m'en défends. Tout ça, je ne change pas. Alors je mets des consts. Et je me suis créé presque un prétexte d'utiliser un let à un endroit pour une variable résulte que j'ai là et que je redéfinis là. Mais c'était juste pour montrer un peu la proportion. En fait, quand on code, et je pense que ce n'est pas spécialement lié au JavaScript, quand on code, on utilise beaucoup plus de variables qui ne changent pas que de variables qui changent. Sur mes appels à des URL, ça a une bonne occasion d'utiliser les interpolations de variables. Donc plutôt que de faire ces jolies choses, ben, j'ai la possibilité de faire simplement ce genre de choses. Et l'idée, c'est que ça va marcher pareil. Et c'est quand même plus joli à lire. Donc c'est plutôt chouette. Mangez-en, comme dirait l'autre. Alors là, c'est là où il faut que je tape un petit peu. C'est super passionnant. Hop. Hop, hop, hop. Après, donc, pour meubler un petit peu, le sport, ça va être non pas de montrer que l'application devient vachement mieux, c'est de montrer que l'application ne plante pas et qu'elle fonctionne toujours. C'est un concept de live coding un peu différent de ce que vous avez l'habitude. Hop, elle marche toujours. Et d'habitude, enfin... Ah oui, non, là j'avais la version compilée, donc ça sert à rien. Ok. Mais parfois, les gens ne me croient pas un petit peu, donc je suis obligé de la faire planter une fois de temps en temps pour qu'on me croie. Ok, donc j'en ai fini avec les quick wins. On va essayer de voir des choses un peu plus intéressantes. Et dans la catégorie des choses qui changent vraiment, qui vont vraiment changer votre code, ce sont les classes. Donc, on a le mot-clé classe. Dans la conf Angular 2, Thierry l'a dit ce matin, oui, mais en fait, on a l'impression, mais ça n'a rien à voir. Et c'est vrai. On a le mot-clé classe en JavaScript. Bon, la syntaxe est quand même sympa, moi je trouve. C'est quand même vachement plus joli que les trucs qu'on avait avant. Avec le constructeur, les méthodes. On va déjà voir la syntaxe, je verrai le pourquoi après. On n'est plus obligé de faire un objet, on n'est plus obligé de mettre des virgules entre les méthodes, on n'est plus obligé de faire bar de .function, on a quand même gagné très, très clairement en lisibilité. Par contre, en fonctionnel, il faut savoir que ça ne change rien. C'est-à-dire que ça, c'est exactement ce que Babel va produire par rapport au code d'origine. C'est-à-dire quelque chose que vous pouvez déjà faire, qui utilise les prototypes de ECMAScript 5, qui ne change rien du tout à la structure. Donc vous avez le mot-clé classe, mais vous créez un prototype. Du coup, il y a des fanatiques du JavaScript qui ont tendance à dire que c'est une mauvaise idée. J'en suis pas là, mais il faut quand même savoir ce qu'on fait. Et en plus, du coup, les frameworks qui sont devenus fanatiques de ce truc-là, React est passé dessus. Moi, je vais vous faire du Angular avec des classes. Angular 2, il a utilisé des classes à tire-larigot. Donc, ça a un impact très fort sur le fait que les gens vont vouloir utiliser cette fonctionnalité. J'ai associé une autre très importante fonction de l'ECMAScript 6, qui sont les arrow functions. Donc, ce ne sont pas directement liés aux classes, mais je vais vous montrer juste après pourquoi je les ai mis dans le même chapitre, entre guillemets.
Alors pour les vraiment néophytes, c'est la stratégie fainéante de ne pas écrire function en toutes lettres. Au lieu d'écrire function arg1, arg2, on enlève le mot-clé function et on met une flèche après. Donc ça, c'est la version fainéante, mais c'est quand même un petit peu plus technique que ça. Déjà parce que vous avez des simplicités d'expression, c'est-à-dire que vous pouvez, quand vous avez un seul argument, vous pouvez virer les parenthèses, ce qui est plutôt pas mal. Quand vous n'avez qu'une seule instruction, non seulement vous pouvez virer les accolades, et en plus, elle return par défaut. Ce qui est très pratique quand on fait des maps, quand on fait des choses comme ça. Simplement, une fonction qui prend une valeur et qui l'incrémente, c'est écrit en une ligne, contrairement à avant. Donc ça, c'est très bien, mais c'est un peu plus. Mais cette arrow function est un peu plus importante que ça, parce que ça ne va pas créer exactement la même fonction que si vous avez utilisé le mot-clé function. Ça crée en fait une fonction qui n'a pas de contexte, n'a pas de this. Ne redéfinit pas le this. Donc je ne sais pas si vous avez déjà essayé de coder avec les prototypes et avec tout ça en JavaScript, mais une des plus grandes erreurs du JavaScript a toujours été la perte du this. Mon Dieu, mon this est parti, je l'ai perdu. C'est parce que dès que vous créez une fonction avec le mot-clé function en JavaScript, ça redéfinissait un this, que les règles pour connaître la valeur du this sont définies mais inconnues par la plupart du monde. Et donc ça foutait le bazar assez facilement. Et cette sympathique arrow function ne redéfinit pas this. Et ce bout de code qui est là, et c'est pour ça que je fais le lien entre les arrow functions et les classes, ce bout de code fonctionne avec une arrow function, mais pas avec le mot-clé function. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de l'arrow function, on utilise le this, et on s'attend à ce que ça soit l'instance de l'objet de la classe. Ça marche avec l'arrow function parce qu'elle ne redéfinit pas le this. Avec une vraie function qui recrée un nouveau this, on se retrouve avec window à l'intérieur de la fonction, et il n'y a rien qui marche. Voilà. Les classes vont amener à réutiliser les prototypes en JavaScript, amener à utiliser les prototypes en JavaScript vont vous amener à redécouvrir les questions du this. Et heureusement, les arrow functions vont nous simplifier un peu la vie. Comment on utilise des classes dans une application Angular? C'est là que ça devient sympathique. Un contrôleur en Angular, c'est déjà intrinsèquement une classe, même si vous la définissez sous forme de fonction. En fait, c'est déjà une classe. Donc, on va pouvoir le changer assez rapidement. Donc, au lieu de définir une fonction, je vais définir une classe, et ma fonction de tout à l'heure devient le constructeur de la classe. C'est ça le changement principal. Grosso modo, c'est ça l'idée. Ce qui était une fonction de mon prototype devient une méthode de ma classe. Et il faut que j'enlève ce point-virgule. Et à peu de choses près, c'est à peu près ça. Bon, comme on fait des classes et qu'on commence à utiliser des this et qu'on est censé commencer à savoir ce qu'on fait, on va se supprimer ce VM et on va utiliser des this à la place. Et là, normalement, un œil attentif qui a eu ses larmes de sang sur les this en JavaScript devrait commencer à avoir des problèmes. J'ai une fonction avec un mot-clé fonction ici, un this à l'intérieur, ça va planter, basiquement. Heureusement, on a les arrow functions et je sais que ça va marcher. Là, je viens de lancer un je sais que ça va marcher très, très confiant. Donc, c'est le moment d'aller tester. Et là, ça ne marche pas. Classe, truc, bidule. Getlist, il y a 2 parenthèses. Oui, il y a 2 parenthèses parce que c'est bien fait pour. Hein? Ah oui, complètement, merci. J'ai fait ma transformation en classe à moitié. Merci. Donc c'est bien une méthode, on fait juste le nom, les parenthèses, et sinon c'est pas... Merci. Voilà. Donc voilà. Moi, ce que j'ai surtout envie de vous montrer aujourd'hui, c'est qu'au fur et à mesure de la transformation en ECMAScript 6, je trouve que le code Angular et le code JavaScript d'une façon générale
on enlève pas mal de hacks qu'on faisait pour sécuriser le JavaScript et on va de mieux en mieux arriver à lire le code. Donc on va faire la même chose sur le détail contrôleur. Alors là, on va essayer de ne plus faire les mêmes erreurs. Tac. Donc là, ça devient le constructeur. On va essayer de plus la faire, celle-là. Hein. Tac. Tac. Et puis on vient les is. Ah oui, et puis en plus, il y a plus CVM égale is, et moi, je le vis mieux. Au fond de moi-même. Et puis au fur et à mesure, je vire des lignes aussi. Le nombre de lignes de code à la fin sera inférieur au nombre de lignes de code au début. Et moi, ma règle, c'est moins il y a de code, moins il y a de bugs. Hop, on y est presque. Ok. Non, mais c'est bien, il y a pas mal de gens qui sont au taquet, moi ça me fait plaisir. Hop, ça marche toujours. Ok, maintenant le service. Le service, c'était un peu particulier parce que il y a plein de façons de les définir en Angular. On utilisait plutôt Factory parce que c'était difficile de faire des classes, etc. Maintenant, c'est facile de faire des classes, donc on va pouvoir se faire un peu plaisir. Et ma finalité, en fait, c'est qu'un service Angular, ça soit une classe JavaScript pure, si possible très peu dépendante d'Angular, et je m'en porterai d'autant mieux. Donc je vais, constructor, je vais transformer donc mon service en classe. Mon instance que je crée manuellement, normalement, j'ai plus besoin de ça. Je suis au-dessus de ça maintenant. J'ai plus besoin du mot-clé function. Hop. Et là, il commence à râler, mais ça, c'est à peu près prévu. Il faut aussi que je passe de factory, où je lui rends l'instance, à service, où je lui rends la classe du service. Donc là, il me souligne plein de trucs, parce que j'ai un linter et que je ne sais pas vivre sans. Et il a bien raison, parce que en fait, ça apporte beaucoup, les classes, mais ça crée aussi des nouvelles contraintes. Notamment, cette variable qui était disponible en closure dans toutes les déclarations suivantes, elle ne l'est plus disponible en closure. Et du coup, je suis obligé de la passer à l'intérieur de l'instance de mon service, et ça va me faire des appels à this à tire-larigot. Ici. Donc, c'était aussi un petit peu volontaire de montrer que des is, ça en génère quand même. L'autre truc aussi, c'était que l'injection de dépendance d'Angular qui est là, malheureusement, elle n'est plus disponible implicitement ici, par exemple. Donc on se retrouve quand même un peu malheureusement à faire un truc assez sale à base de ça. Voilà. Ok. Ça, c'est pas ce que je préfère, mais ça vaut quand même le coup. Restez, s'il vous plaît. Ok, ensuite on va caler un peu des is partout et ça va bien se passer. Bon, maintenant vous avez l'œil du faucon et donc ça c'est juste pour le sport. Et là vous avez l'œil du faucon, il y a un this là, mais on est à l'intérieur d'une fonction callback, ça ne va jamais marcher. Il faut la refunction. Tac. Et là normalement on n'est pas trop mal. Ce qui est bien en plus, c'est que pour tester cette appli, je suis obligé de passer d'une vue à l'autre, ce qui fait que je suis obligé de montrer mon animation à chaque fois, c'est cool. Chapitre suivant. Donc je suis passé un peu vite. Là, on a nos contrôleurs et nos services qui sont tous des classes. Moi, je trouve que ça organise bien. C'est plutôt pas mal. Le niveau d'après, c'est la modularisation. Une des vraiment fondamentales évolutions de l'ECMAScript 6, c'est l'arrivée de la modularisation en natif dans le langage. C'est lourdement inspiré par ce qu'a inventé Node, parce que Node avait besoin de modulariser et qu'il n'y avait rien.
Pour ceux qui ne savent pas, le JavaScript est très bien segmenté, c'est-à-dire que le navigateur charge tous les scripts que vous lui donnez et les exécute bêtement, séquentiellement, comme si de rien n'était. C'est particulièrement pratique. Si on déclare une variable dans une lib et la même variable dans une autre lib, il y a tout qui explose. Enfin, c'est nickel. Du coup, on a créé un concept de modularisation. Le premier point de cette modularisation étant de dire chaque fichier est un module isolé par rapport aux autres. Et ça, c'est bien. C'est enfin, quoi. Ensuite, pour pouvoir communiquer d'un fichier à l'autre, on utilise une syntaxe d'export et d'import. C'est-à-dire que quand, par défaut, on ne publie rien dans le module, un fichier, un module, et un module ne publie rien. Et quand on veut publier quelque chose, on utilise le mot-clé export, exporte une variable, exporte une fonction. Donc je ne rentre pas dans les détails, il y a un export default, il y a plein de façons de faire plein de trucs. Mais pour faire simple, on peut faire comme ça. Quand on est dans un autre fichier, le principe c'est de faire un import d'un fichier qu'on veut utiliser, qu'on cible par son chemin relatif, et on récupère l'objet qui est ce qu'a exporté l'autre fichier. Et donc là, quand on importe foo, on récupère un objet qui contient une propriété foo, une propriété log, et on peut s'en servir. Donc ça, c'est la base. Il y a plein de petites astuces, des gestions de dépendance circulaire, etc. Je ne rentre pas dans les détails, on n'aura pas le temps. Mais c'est vraiment très bien et c'est vraiment fondamental, on va dire. J'ai associé à ça, à ce concept-là, une autre fonctionnalité de l'ES6 qu'on utilise souvent mélangée, que j'essaye de vous rappeler que ce n'est pas la même fonctionnalité, ce sont deux choses différentes. Qui est la déstructuration. Donc la déstructuration, c'est la possibilité, d'ailleurs ça existe dans d'autres langages, peut-être vous connaissez déjà, c'est la possibilité de faire une opération d'affectation avec un objet complexe à gauche de l'opération d'affectation. Le premier exemple est le plus simple à lire. Vous avez un tableau avec deux éléments à droite, vous avez un tableau avec deux variables à gauche, et implicitement, le langage va comprendre que le A va recevoir la valeur de 1 et B va recevoir la valeur de 2. Cette syntaxe, voilà, c'est l'idée de base. Après, la syntaxe est très souple et permet de faire plein de choses. Si vous avez par exemple ici un tableau avec 3 éléments, vous pouvez récupérer le premier, le dernier et ne pas donner de variable pour celui du milieu. Vous pouvez faire ça avec des objets également. Je veux que ma variable x récupère la valeur de la propriété user de l'objet. Évidemment, ça marche même si l'objet a 10 000 propriétés, dont une qui s'appelle user. Et une simplicité d'écriture qui permet de dire je veux définir ici la dernière version, je veux définir deux propriétés prop et prop2 qui sont la valeur des propriétés prop et prop2 dans l'objet d'origine. Donc là, on se simplifie juste en disant on n'est pas obligé de faire prop2.prop, c'est écrit en une ligne. C'est cette syntaxe qu'il faut retenir parce que dans 80% des cas, on utilise l'import qu'on vient de voir tout à l'heure avec ce raccourci ici. Au final, ça ressemble à ça. On exporte deux choses dans le premier fichier. On les importe en une fois dans deux variables séparées en non seulement important le module, et en plus en faisant une affectation déstructurée. Et du coup, vous verrez ça très souvent dans les codes ES6, parce que ça utilise la modularisation, ça utilise la déstructuration, et c'est vachement pratique à écrire pour récupérer simplement une propriété, une des choses qu'il y a dans le module qui vous intéresse. Et ça, c'est cool. Bon, par contre, après, il y a le chapitre qui pique un peu, qui est comment on s'en sert. Et là, c'est moins cool. Parce que Babel a beau être super fort, lui, il transpile du code d'une façon à une autre, mais c'est pas lui qui va s'amuser à vous charger vos fichiers JS dans le navigateur. C'est quand même pas du tout son rôle. Donc lui, il peut vous transpiler votre code dans quelque chose d'autre, mais ce quelque chose d'autre, c'est quoi et comment on le fait marcher? Alors la réponse, c'est un peu trop tôt pour ce slide. La réponse, c'est ça marche pas dans les navigateurs. Voilà. Donc c'est pas cool. Et c'est pas prêt et c'est à peine spécifié. Donc
donc on est obligé de ruser. Donc ça, c'est le côté un petit peu moins rigolo. Donc il y a deux ruses les plus couramment utilisées, qui sont celles-ci, Webpack Browserify, donc ce qu'on appelle CommonJS. Donc grosso modo, l'idée c'est de dire à Babel, compile-moi mon code, et ce qui parle de module, tu l'écris comme si j'étais dans Node. Parce que c'est un standard, que voilà, on a plein d'outils. Et après, il existe un autre outil qui s'appelle soit Webpack, soit Browserify, pour les plus connus, il y en a d'autres, qui savent récupérer un code avec des requires et le transformer en un gros bundle, un gros JS dont les dépendances sont respectées. Ça, c'est un des trucs les plus utilisés à l'heure actuelle, ça marche bien. Le seul défaut, c'est que même pendant la phase de dev, vous êtes obligé de tout bundler votre code à chaque CTRL-S. Mais les outils Webpack et Browserify sont de très bonne qualité et ça va super vite. Bien configuré, normalement, vous en avez pour quelques centièmes de seconde, même pour un bundle de 10 mégas. Testé et approuvé. C'est ce qui est utilisé dans mon générateur. L'autre pratique, un peu plus récente, on va dire, c'est d'utiliser une librairie qui s'appelle System.js et dont le rôle de cette librairie, c'est simplement de développer ce qu'on peut supposer être ce que sera l'implémentation des navigateurs. C'est-à-dire un espèce de polyfill de chargement des modules de la future implémentation qui n'existe pas encore. Bon courage pour les gens qui ont écrit System.js, c'est vraiment pas facile à coder, mais ça marche. Ça marche de mieux en mieux. Voilà. Après, du coup, ça charge vos codes en asynchrone. Vous n'êtes même pas obligé de les bundler, etc. Ça marche très bien. Par contre, pour tout ce qui est branchement avec des dépendances externes, vous avez besoin d'un outil encore supplémentaire qui est JSPM, que j'aime que moitié. Du coup, je pousse pas encore trop cette solution, mais c'est quand même celle qui se rapproche le plus de ce que vous aurez dans les navigateurs. Voilà pour la modularisation. Moi, dans l'exemple de code dans l'appli, j'ai Webpack, c'est préconfiguré. Webpack est un peu pénible à configurer, il faut quand même l'avouer. Et je peux vous montrer dès aujourd'hui ce que c'est que de modulariser, utiliser les modules ES6 dans une application Angular. Alors là, il y a différentes stratégies. Moi, j'ai la mienne, que j'aime beaucoup, donc je vais vous la vendre comme si c'était la seule, et vous serez d'accord. L'idée en fait que je prends, alors déjà comme je suis dans un contexte modularisé qui ne fuite pas et que je sais que je suis en ES6 et que c'est strict par défaut, et ben tout ce code sale, moche, que j'ai pas envie de voir, je peux le virer. Et ça c'est cool. Et moi la stratégie que j'aime bien en fait, c'est que mes fichiers JavaScript qui définissent mes composants de l'application exportent simplement des classes JavaScript simples et tout simplement je les importe dans un fichier de module Angular et je recharge Angular d'un coup à la fin. Comme ça, 90% de mes fichiers sont indépendants d'Angular, presque, en dehors de l'injection de dépendance, et ils sont assez faciles à lire. Donc en fait, la plupart de mes fichiers, la seule chose qu'ils font, c'est un export classe et ils s'arrêtent. Et ça, c'est plutôt cool. Par contre, cette petite insertion du contrôleur dans Angular, je suis obligé de la couper pour aller la mettre ailleurs. En l'occurrence, c'est mon index module que je vous avais promis qui allait grossir un peu, qui va prendre pour le groupe. Tac. Donc en fait, ça va se passer à peu près comme ça. Et bien sûr, je suis obligé de l'importer pour que ça se passe bien. J'utilise la déstructuration parce que c'est à la mode. Tac. Tac. From. Et là, je me suis mis le petit plugin du fainéant, list, et voilà. Et au final, la modularisation, ça se passe comme ça, et ça se passe plutôt bien. On exporte, on vire tout ce qui est insert dans Angular, et on le reporte ici. Bon, je ferai l'import tout à l'heure, parce que sinon, je perds du temps. Hop, on exporte. Au final, quand on a pris le pli, c'est vraiment très pratique. Il suffit à chaque fois, je crée un nouveau composant, je fais un nouveau fichier, export classe et je peux commencer. Je n'ai pas à réfléchir 107 ans.
Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de centraliser dans un seul fichier module l'intégralité de votre application et de faire un fichier qui importe tous les fichiers de votre projet et qui fait 10 000 lignes. Si quelqu'un dit que j'ai dit ça, je le tape. Mais ça aussi, ça se modularise, et puis vous faites une arborescence de modules, et on est d'accord. Toc, from, toc, détail, détail, tac, import. Bon, alors si on va un peu plus loin, on pourrait aussi gérer les librairies, faire un import Angular, import, etc. Mais j'ai juste pas le temps, alors on va juste pas le faire. Alors, dans le monde merveilleux, ça remarche. Et donc là, c'est cool. Je ne sais pas pour vous, mais moi, par rapport au fichier que j'avais avant, un service Angular qui est juste export class, mes injections et mes méthodes, moi, je trouve ça plutôt pas mal. On a gagné en lisibilité, on a enlevé les fonctions auto-applantes parce que c'était pas isolé, etc., etc. Et là, on en vient à un sujet sympa, un sujet que j'aime beaucoup, que les gens méconnaissent beaucoup, parce que c'est un peu plus avancé, mais c'est ça qui est bon. Quand on fait du JavaScript, quand on fait du web, on a souvent des problématiques d'asynchrone, le plus connu étant la requête Ajax qui est asynchrone. Parmi les avancées de S6, il y a la normalisation des promesses. C'est-à-dire qu'avec un peu de chance, vous en faites déjà. De toute façon, vous faites du Angular, vous faites des promesses, vous n'avez pas le choix. Dans ES6, ça devient une norme, ça devient implémenté par le moteur, etc. Je n'ai pas le temps de faire un grand exposé sur la nature des promesses, parce que tout le monde se casse les dents et moi avec. Mais c'est cool. Avant, on avait des callbacks, ça ressemblait à ça. Maintenant, on a des promesses, c'est-à-dire que mon truc asynchrone me rend un objet, je peux jongler avec, je peux le passer en argument, je peux en faire un tableau, voilà. Et quand je veux, je peux écouter la réponse. Et ça, rien que ça change beaucoup la donne. Mais surtout, je peux supprimer ces indentations à la con. C'est-à-dire qu'en callback, j'étais obligé d'indenter au fur et à mesure. Ça s'appelle le callback L, la pyramide of doom et toutes ces belles choses que vous trouvez sur Internet. Avec des promesses, quand vous traitez la première promesse, vous pouvez rendre une promesse, une deuxième promesse, et chaîner le traitement de la deuxième promesse au traitement de la première. Et ainsi, rester au premier niveau. Et donc ça, c'est le premier gain des promesses, en fait. Mais on va aller plus loin juste après. Ouais, la création de promesses, c'est mal, en fait. D'habitude, quand vous créez une promesse, c'est que vous avez tort. Parce que si vous avez compris quelque chose au chaînage de promesses, théoriquement, vous êtes toujours obligé de chaîner à partir d'une opération basiquement asynchrone au début, type une requête Ajax. Et si vous créez vraiment votre promesse de rien, d'habitude, il faut une bonne raison. Et j'ai vu trop de code qui créent une promesse sans bonne raison. Rien que ce nouveau concept améliore déjà mon appli, parce que je l'ai codé comme un pied volontairement, en fait. Parce que c'est pas parce que vous utilisez Angular que vous avez des promesses par défaut que vous comprenez ce que ça fait. Et ça, je l'ai trop vu. Je fais un petit peu mon prof là, mais n'empêche que j'ai vraiment vu des codes très moches. Là, par exemple, j'ai une API qui est en promesse, c'est-à-dire que j'ai des n, mais comme je comprends rien, je fais des callbacks, et du coup, j'ai quand même mon indentation de ma deuxième requête à l'intérieur de ma première. J'ai aussi fait exprès d'avoir un serveur HTTP qui n'est pas capable de me rendre les données que je veux en une requête, mais ça, c'est un autre débat. Et donc là, si on veut améliorer ce code avec une gestion des promesses digne de ce nom, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'au lieu de faire la deuxième requête à l'intérieur, il faut que je rende la promesse de la deuxième requête et que je reparte du début pour faire le zen. À peu de choses près, normalement, c'est ça. Le chaînage de promesses, c'est cette modification. Au lieu de traiter la réponse de la deuxième requête directement, je retourne cette deuxième promesse et je la traite à la suite de la première. Et ça, déjà, c'est un bon progrès. Alors normalement, ça devrait à peu près avoir marché, sauf que c'est dans détail, donc si je ne teste pas détail, j'aurais rien prouvé. Donc ça, c'est la première... ça n'a plus de sens. Voilà. Ça marche toujours ? Ça marche toujours.
OK, donc ça c'est le premier gain. L'autre gain aussi, c'est que les promesses, c'est un accord que tout le monde fait entre eux. Et ça a cet avantage-là qu'à partir du moment où il y a tout le monde sait manipuler des promesses et qu'on n'est plus obligé de réinventer la roue à chaque fois, on peut travailler là-dessus. Ici, j'ai fait une API, mon service présente une API qui rend des promesses, qui rend des callbacks justement, qui prend un callback en argument. Et quand on utilise des promesses, on n'est plus obligé de traiter ça. Le principe, c'est qu'on ne prend plus le callback en argument et on return la promesse de notre requête directement. Et ça permet de simplifier grandement les choses. Donc la plupart du temps, on peut directement retourner la promesse, sauf que là, moi, je récupère un result et mes données sont dans data et je ne vais pas exposer exactement la même API. Donc je traite quand même le résultat et je fais un return de result.data. Et ça va me créer les promesses. Quand on commence à faire des promesses, il y a des promesses partout. Et si je return une donnée à cet endroit-là, ça va me l'encapsuler dans une nouvelle promesse qui sera résolue avec cette valeur-là. Donc ça, c'est vachement cool. Donc on n'a plus besoin de prendre des callbacks et on retrouve ce que veut dire le mot-clé return qu'on avait oublié quand on faisait des callbacks parce que ça ne servait plus à rien. Tac, tac, tac. Et là, on peut faire un return result. Et aussi, on peut aller dans les contrôleurs. Et alors les contrôleurs, donc j'ai découvert ça en utilisant le routeur V2 d'Angular. Et je devais en fait, pour faire ma fameuse animation dont je t'en parlais, je devais retarder l'affichage de mes vues pour que j'ai mes données, que le contenu soit présent et qu'ils comprennent où le logo devait se déplacer. Sinon, ça plantait. Du coup, j'ai cette méthode canActivate qui retarde l'affichage de la vue. Et l'API de cette méthode canActivate, c'est « retourne-moi une promesse pour savoir quand c'est que j'ai le droit de m'afficher ». Et là, c'est génial. On parle encore de promesses, j'ai déjà des promesses, et tout se simplifie. Et là, au lieu de créer une nouvelle promesse qui devait correspondre aux besoins, je peux directement retourner la valeur de mon API qui traite déjà des promesses. Le resolve ne sert plus à rien, et mon application diminue parce que tout le monde parle le même langage et on se comprend beaucoup mieux. Et je pouvais aussi virer la dépendance à $Q qui ne sert plus à rien, mais tant pis, je le fais ici pour le principe. Hop, j'ai plus besoin de ça, je crée plus de promesses, la vie est belle. Et là, ça marche plus. Qu'est-ce que j'ai cassé? Et en plus, ça parle pas, c'est pas très très sympa. Ah oui, quand même. Donc là, je passais directement le callback en argument. Maintenant, il faut que je ferme et que je fasse un point zen. OK, il y a celui-là et il y a celui-là. GetList, prend pas d'argument et on fait un point zen dessus. Allez, dis-moi que ce soit ça. Ouais, que c'est ça. OK, super. OK, on est passé aux promesses. Mais dans ES6, il y a un truc, en fait, c'est compliqué, du coup, personne n'en parle, mais c'est tellement dommage. Il y a un truc qui s'appelle les générateurs, que je vous invite à creuser. Je vais vous faire juste une surcouche. Et ça, c'est vraiment une fonctionnalité vraiment intéressante, parce que c'est une des rares fonctionnalités qui n'est pas du sucre. Ce n'est pas juste ce que vous pouviez faire avant avec une facilité d'écriture, et vous faites moins de caractères et la vie est belle. Non, là, c'est vraiment ça change, c'est un nouveau concept. C'est cette étoile-là que vous voyez sur la définition de la fonction. Donc c'est un nouveau type de fonction qui ne se comporte pas du tout comme les fonctions normales. Donc c'est une fonction générateur. Et le principe de ces fonctions générateurs, c'est que vous pouvez les stopper. Vous pouvez les couper. C'est-à-dire que déjà, quand vous la lancez, elle ne va pas se lancer. Elle va créer un objet itérateur. Et vous avez un nouveau mot-clé qui s'appelle yield. Et quand vous faites un yield, la fonction sort en envoyant la valeur 1. Et elle ne reprendra pas tant qu'on n'aura pas fait next. Donc en fait, quand vous faites foo, vous récupérez l'itérateur. Quand vous faites next, vous allez du début jusqu'au premier yield. Vous récupérez le 1. En fait, c'est là, on le voit, le value 1. Quand vous refaites next, vous allez du premier yield au deuxième yield, etc. etc. Donc normalement, là, si je ne vous ai pas complètement semé, vous vous demandez quel est le rapport avec l'asynchrone, et on vient de me seriner les trompettes avec les promesses.
Et bien sûr, ma réponse, c'est ça, bien sûr, tout en rapport. Ça en rapport si on mélange les deux concepts. Donc ça, moi je trouve très beau ce code, mais je pense que personne ne le comprend. Donc je vais rester sur celui-là. L'idée est de dire le yield permet de sortir une valeur et on a la possibilité de relancer la fonction quand on veut. Si on yield sur une valeur qui est une promesse, on sait qu'on pourra écrire un code on sait qu'on va pouvoir écrire un code qui va relancer automatiquement la fonction dès que la promesse sera résolue. Et ce code, c'est les quelques lignes génériques qui sont nécessaires à recevoir une promesse à chaque yield, attendre le résultat et à relancer l'exécution de la fonction générateur à chaque fois qu'on a le résultat de la promesse. Et ça, c'est vraiment génial parce que vous vous souvenez ce petit bout de code pas beau là? Alors, avec les callbacks, c'était vraiment pas beau. Avec les promesses, il faut avouer que c'était mieux parce que c'est linéaire, mais c'est encore pas super, super beau. Avec les générateurs, ça donne ça, et ça devient vraiment intéressant. On est vraiment sur du code asynchrone, c'est-à-dire que la fonction s'arrête, rend la main, le navigateur n'est pas bloqué, mais on écrit comme si c'était linéaire, synchrone, et ce qui n'est pas illustré ici, c'est qu'on peut récupérer la valeur de retour du XHR dans la valeur de retour du yield. Donc on peut vraiment écrire de façon naturelle un code qui est vraiment asynchrone et qui ne va pas pourrir les perfs du navigateur. Sur mon GitHub, vous allez trouver ce truc-là appliqué à l'application, mais je ne suis plus dans le timing, donc je vous laisserai aller le chercher. Et je prends les dernières minutes qui me restent pour vous montrer le futur. Ça, j'ai dépassé un peu de mon cadre, c'est pas ES6, c'est une proposition actuellement. On peut espérer que c'est dans la prochaine version, mais je ne fais pas de promesses. Et putain, je l'avais pas fait exprès, je suis désolé. Ok, bref, en fait, tout simplement, le seul défaut, c'est que les générateurs, vous aviez encore besoin d'une librairie générique. Là, j'ai mis Co, mais il y en a d'autres. Quelques lignes de code générique pour faire un truc. Et en fait, il y a une proposition de syntaxe complètement piquée à .NET. D'ailleurs, il faut aussi admettre de piquer des trucs à Microsoft de temps en temps. Donc, qui permettent de normaliser ça. Donc, c'est exactement le même concept. Vous faites un await, au lieu de faire yield, vous faites await, mais vous faites un await sur une promesse, et la fonction va se mettre en pause et se relancer quand la promesse va revenir. Et donc, dès aujourd'hui, dans Angular, vous pouvez utiliser ça, vous pouvez simplifier vos codes asynchrones, vous pouvez faire des choses vraiment, vraiment sympas avec des async functions comme celle-ci. Vu que Babel, évidemment, compile ça comme si c'était déjà une norme établie, même si ce n'est pas encore tout à fait le cas. Je conclus. Je n'ai pas parlé de la moitié de S6, j'admets. Je suis désolé pour tout ce que j'ai raté. Moi-même, il y a des trucs, je ne suis pas très fier. Il y a une nouvelle boucle for qui marche enfin correctement. Il y a des valeurs par défaut aux paramètres, et c'est cool. C'est rien, mais c'est cool. On peut récupérer une liste d'arguments avec les 3 petits points. On peut passer une liste d'arguments dans une... voilà, pratiquement on n'a plus besoin de l'opération concat ni plus rien, vu qu'on peut faire des 3 petits points un peu partout, et ça rend bien des services. L'API interne de JavaScript est largement évoluée. On a un objet map. Alors oui, croyez-moi, juste avec accolade, on ne peut pas tout faire. Et un vrai objet map avec des vraies fonctions de gestion de collection, etc., ça a aussi des services. L'API d'object et de l'introspection est devenue super riche. On peut faire plein de trucs. Enfin voilà, c'est juste pour dire que voilà, je vous propose qu'un aperçu. J'espère avoir centré sur les fonctionnalités qui révolutionnent vraiment le code de tous les jours. Mais c'est clair que c'est beaucoup plus vaste que ça. Merci à tous. Le code est sur GitHub, slide, code en ES5, et si vous savez utiliser une branche GitHub, code en ES6. Et retrouvez-moi sur Twitter, tout ça, merci. Et on a peut-être encore même plus merci.